ici les chiens du voisinage là, qui sont en train d'aboyer très fort. Je ne sais pas si vous les entendez en ligne. En tout cas, je voulais en profiter peut-être pour vous raconter un petit exemple pour justement faire la transition avec le pourquoi communiquer. Je me trouvais un jour quelque part où j'étais réveillée aussi, comme peut-être le chien dont on vient de parler, très tôt le matin, mais vraiment très tôt aux aurores, par des ânes qui avaient pris l'habitude de braire au lever du jour. Ce n'étaient pas des coqs, c'était des ânes. Et vraiment, comme c'était derrière mes volets, tout près, c'était extrêmement fort et ça me réveillait systématiquement. Et donc, j'ai décidé d'utiliser la communication intuitive pour leur demander de se taire jusqu'à ce que les volets soient ouverts. Et puis, donc, je n'ai plus eu les nuits suivantes de réveil. Mais par contre, je me suis trouvée à aller communiquer avec ces ânes quelques jours après à la demande du propriétaire. Et en fait, les 3 ânes ont tous les 3 refusé de communiquer avec moi. Jusqu'à ce que je m'excuse de leur avoir demandé quelque chose d'une façon un peu impérative, parce que c'est vrai que j'étais un peu fâchée de ne pas pouvoir dormir tranquillement. Et parce qu'eux trouvaient que c'était une très belle chose à faire, de célébrer le matin, de chanter en chœur et d'avoir donc leur petite chorale du matin. Et en fait, ils avaient été très vexés. Et il a fallu que je m'excuse pour qu'ils acceptent tout de suite de continuer à communiquer avec moi. Donc, la communication intuitive peut servir effectivement pour se mettre en bonne relation avec un animal. S'il y a quelque chose qui est un peu tendu, s'il y a des conflits, s'il y a des difficultés relationnelles, quelles qu'elles soient, eh bien, vous pouvez utiliser cet outil pour comprendre le point de vue de l'autre. Comme dans toute communication, la communication, ça sert à comprendre le point de vue de l'autre avant tout. Et puis, ensuite, eh bien sûr, voir comment vous entendre mieux. On peut utiliser la communication intuitive dans un but de travail. Par exemple, eh bien, je le disais tout à l'heure, aider un cheval à comprendre quelque chose qu'on attend de lui. Ou un autre animal, si c'est un animal de travail, ça peut servir aussi beaucoup pour les animaux de sauvetage ou toutes sortes de relations que dans la médiation animale aussi ça peut être très intéressant d'expliquer à l'animal les limites de son travail. Ça va plus vite qu'on ne peut le faire par le simple dressage. Mais bien sûr aussi, la communication intuitive peut aider à comprendre les prédispositions d'un animal pour telle ou telle tâche qu'on voudrait lui demander. Vous savez bien que pour les animaux, par exemple, qui accompagnent les personnes privées de la vue, il y a une préparation qui dure plus d'1 an, presque 2 ans, et c'est vraiment difficile pour les non-voyants d'obtenir un chien guide, parce que il faut très longtemps et qu'il y a un certain nombre d'échecs de chiens qui finalement ne sont pas faits pour ça, même si au départ on a espéré et on leur a donné toute l'éducation qu'il fallait. Ça ne les intéresse pas, ils se fatiguent, etc. Et donc pour la personne non-voyante qui dépend de cet animal, il faut absolument que l'animal soit fiable. Donc on peut arriver à comprendre les prédispositions psychologiques d'un animal et ainsi à sélectionner les animaux qui seront vraiment motivés pour ce travail. On peut aussi, par exemple, choisir un animal qui va aimer les enfants. Quand on a un bébé à la maison et qu'on ne sait pas si on peut prendre un animal ou si on peut laisser le chat dans la même pièce que le berceau, ça peut être intéressant d'utiliser la communication intuitive pour clarifier un peu les choses. On peut utiliser la communication intuitive pour savoir qui fait les bêtises dans un groupe d'animaux, lequel est celui qui est toujours en train d'ouvrir la barrière ou de faire les choses qui sont défendues, et puis ensuite bien arranger les choses, savoir si un animal serait d'accord pour être stérilisé ou pas, expliquer une intervention chirurgicale ou expliquer une intervention médicale. Je t'emmène chez le vétérinaire, mais je te ramènerai. Ou bien aussi expliquer pourquoi on a pris l'initiative de leur donner un traitement
alors que peut-être le comprimé n'est pas agréable à prendre, etc. Donc il y a beaucoup d'indications qui sont possibles. J'en oublie certainement. Je suis étonnée très régulièrement des indications auxquelles les gens pensent et auxquelles moi je n'avais pas pensé. Et donc peut-être que je voudrais encore vous donner la parole, si vous voulez bien. Est-ce que vous auriez peut-être des idées de à quoi la communication intuitive pourrait servir dans la vie que vous avez avec vos animaux, ou à quoi vous l'avez utilisé, ou à quoi vous l'utiliseriez bien? Alors, est-ce qu'il est possible d'apprendre un animal à créer quelque chose avec lui? Alors, bien sûr, les animaux aiment beaucoup le jeu. Hein. On sait qu'un dauphin normal, il passe 90% de sa vie à jouer. C'est énorme par rapport à nous. Mais enfin, de sa vie d'éveil, hein, parce qu'il dort aussi. Mais la possibilité de donner des idées de jeu à des animaux, c'est ça que vous voulez dire? De jouer avec eux? Oui, alors leur apporter ces possibilités nouvelles, bien sûr, on peut, hein, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de les écouter, parce qu'eux aussi, ils ont plein d'idées. Ils ont des demandes et des choses qu'ils pourraient faire avec nous, qu'ils aimeraient bien faire avec nous, mais qui ne se font pas parce que tout simplement on les imagine pas nous. Je me souviens un jour d'avoir communiqué avec un chat qui était nourri comme ça dans la rue par une personne, un chat qui vivait dans la rue, et en fait je lui ai demandé ce qu'il aimerait vraiment le plus dans la vie. Je me disais que peut-être il aurait envie d'être adopté. Et en fait, ce dont il avait envie, ils allaient manger comme ça sous un figuier qui avait des branches basses très, très inclinées. Mais en fait, ce qu'il voulait, c'était avoir une ficelle et un truc au bout. Parce que c'était extrêmement ludique pour lui, c'était un jeune chat. Et donc, à côté de l'endroit où on les nourrissait, il voulait absolument avoir ce truc-là et il y tenait beaucoup. Alors, je ne sais pas où il avait eu l'idée, parce que bon, c'était pas un chat de maison. Mais bon, voilà, c'était son idée à lui. Donc bon, c'est quelque chose de simple, mais je suis sûre que si on les écoutait, si on prenait le temps de les écouter, ils auraient plein d'idées. D'ailleurs, les gens qui font du spectacle à cheval, souvent, ce sont les animaux qui ont les idées de choses nouvelles à faire. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Moi, je n'en fais pas, mais c'est ce que j'ai entendu. Voilà, donc oui, pourquoi pas essayer un jour, si vous communiquez avec vos animaux, de leur demander à quoi ils aimeraient jouer. Et je suis sûre que ça donnerait des belles choses. Je fais des portraits animaliers, j'aimerais savoir communiquer avec mes modèles pour les peindre dans un cadre et une pose qui leur plaise. Bonne idée, hein, donc là on est aussi dans une dimension artistique un petit peu différente. J'ai connu un monsieur qui avait appris la communication intuitive parce que lui faisait des photographies d'insectes, de papillons, etc. Et il leur demandait, les papillons, de placer leurs ailes de telle façon pour que la lumière se reflète bien dessus, etc. Et ça marchait. C'est rigolo, enfin, moi je n'aurais jamais pensé à ce genre d'indication. Donc oui, avec la communication intuitive, pourquoi pas, on pourrait aussi poser ce genre de questions, et où aimerais-tu être photographié, peint, et puis installe-toi dans la position dans laquelle tu veux que je te mémorise. Ça serait possible, je n'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. C'est une jolie idée, en tout cas, effectivement. La question de l'euthanasie, c'est une question qui revient souvent, parce que c'est vrai que nous, les êtres humains, on a un pouvoir incroyable hein, de donner la mort comme ça à une autre créature vivante, c'est pas rien, quoi. Et surtout si c'est un animal auquel on est attaché, donc c'est pas facile d'être objectif. On voudrait qu'il ne souffre pas, et en même temps, on ne sait pas trop comment, à quel moment il faut changer son fusil d'épaule, et puis se dire, bon, maintenant c'est mieux d'arrêter. C'est une grave question, c'est une question d'éthique, il n'y a pas de réponse toute faite. Hein, donc ça, c'est déjà la première chose à dire, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va vraiment être du cas par cas. Alors la communication intuitive permet déjà d'accompagner l'animal dans sa fin de vie avec la meilleure qualité possible. Hein, donc
faire un monitoring de la douleur, mais aussi lui demander qu'est-ce qu'il voudrait vivre avant de quitter ce monde, vérifier son confort dans différents domaines, aussi bien son confort psychologique que son confort physique. Et aussi, on peut lui demander, est-ce qu'il veut, lui, mourir ou pas? C'est une question qu'il faut aborder avec beaucoup de prudence, parce que, comme nous, les animaux changent d'avis, donc il peut être d'accord d'être euthanasié le matin et puis le soir ne plus l'être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de réaliser que quand on prend une décision comme ça, elle est irréversible. Je pense qu'au-delà des questions personnelles de notre attitude face à la mort, qui ne sont pas discutables ici, la communication intuitive va être une aide précieuse, non seulement pour évaluer si l'animal est d'accord au jour le jour, etc., mais aussi pour l'accompagner pendant le processus. Parce que bien souvent, c'est un processus qui nous fait peur. La mort, c'est quelque chose d'assez effrayant, a priori. Et je connais des personnes qui ont accompagné leur animal pendant leur euthanasie en communiquant avec lui et qui me disent toutes que ça a été une expérience absolument merveilleuse parce que ça se passe d'une manière extrêmement paisible. Et je pense que pour les vétérinaires qui sont donc habilités légalement à pratiquer cet acte de l'euthanasie, savoir que les choses sont en place, que ça se passe en paix, c'est aussi une très très grande aide parce qu'il faut savoir que pour les vétérinaires, c'est pas facile non plus de pratiquer cet acte. Donc, un accompagnement est possible et nous avons, comme je disais tout à l'heure, une psychologue qui œuvre avec la Fondation, qui est spécialisée dans la fin de vie et qui accompagne ce genre de questions à travers des groupes de parole qui sont gratuits. Donc, il vous suffit d'aller sur le site de la Fondation et vous verrez tout ça. C'est à la disposition de tout le monde. Parce que je pense qu'effectivement c'est un moment très important de la vie. La manière dont on la quitte, c'est un moment très important et que ça mérite de ne pas se vivre à la sauvette ou de ne pas se vivre d'une manière... il faut vraiment y mettre le plus grand respect. De même que quand on accueille un être sur la Terre, je crois personnellement que c'est important de le faire dans les meilleures conditions parce que ces premiers instants laissent une trace dans notre mémoire cellulaire et que cette trace elle va ensuite nous accompagner toute notre vie. Et je crois que la façon dont on quitte la vie est aussi quelque chose de très important. Alors, demander l'avis d'un animal sur prendre des médicaments, c'est un petit peu comme demander à un enfant est-ce que tu veux manger que des pâtes, ou que des pâtes et du jambon, ou alors que des frites. On peut toujours demander son avis, mais il y a parfois une raison supérieure, on va dire. Donc, c'est important de lui expliquer aussi l'intérêt de prendre le médicament, comme c'est important d'expliquer à un enfant l'intérêt de manger sain et équilibré. Alors, ça va peut-être pas marcher tout de suite, mais au bout d'un moment, ça va avoir son importance. Voilà. Par contre, on peut aussi, c'est arrivé que je le fasse, dire à un animal, par exemple, si tu continues à griffer la personne qui te donne les comprimés tous les jours quand elle essaie de te le faire prendre, eh bien, tu vas être obligé de passer une semaine à l'hôpital vétérinaire pour qu'on te fasse des piqûres à la place. Et en général, ça marche bien. L'animal reste à la maison et avale le comprimé. Mais il faut le dire avec une certaine contrition. Si on le dit en pensant le contraire, c'est moins efficace. Donc la question, c'est est-ce que la communication intuitive peut nous... Peut nous donner des indications sur l'état de souffrance peut nous indiquer des choses sur la souffrance d'un animal. Oui, si la souffrance est consciente. Donc, si, par exemple, un animal est triste d'avoir perdu un ami, ça leur arrive aussi, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir une capacité de communiquer avec cet animal sur sa tristesse. Mais si il s'est blessé quand il était petit poulain et que cette souffrance, il s'est fait très très mal, mais maintenant il est cicatrisé et c'est terminé, la souffrance elle est encore installée dans la mémoire cellulaire,
mais il ne s'en souvient plus, et à ce moment-là, ben, ça sera comme nous. Moi, je ne me souviens pas, si je suis tombée de vélo quand j'avais 3 ans, je ne m'en souviens pas. Hein. Donc à ce moment-là, je ne peux pas vraiment avoir une conversation sur le sujet. Hein, donc, mais c'est une question intéressante parce qu'effectivement, là, ça permet de dire que la communication intuitive ne peut nous donner des informations que sur ce que l'animal sait. S'il ne le sait pas, la communication intuitive ne nous donnera pas l'information. Voilà. Après, il faut aller dans, si on veut savoir des choses que l'être ne connaît pas consciemment, eh bien, il faut aller vers des approches comme la médiumnité ou l'intuition médicale ou des choses comme ça. Mais la communication intuitive n'est pas fondamentalement faite pour ça. La communication intuitive, elle est faite pour échanger avec l'animal sur son monde subjectif. C'est-à-dire ce que lui comprend des choses, ce que lui connaît de son environnement, ce qu'il pense des différentes circonstances dans lesquelles on le met, etc. Aussi, bien sûr, on peut avoir des messages de sagesse, hein, parce qu'il y a des animaux qui ont vraiment une vue très large sur les choses et qui sont des sages. Hein, et donc, on peut apprendre des choses qui sont très très intéressantes sur le monde grâce à cet outil. Mais bon, la plupart des gens vont l'utiliser pour le quotidien de leur vie avec leurs animaux. Pourquoi est-ce que mon chien est agressif? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce chat soit propre? Des choses comme ça. Alors, est-ce que j'ai déjà communiqué avec des animaux qui étaient désolés pour nous? Sur la manière, désolé, à propos de la manière dont nous vivons, nous les êtres humains en général. Ben, oui, il y a des animaux qui n'ont pas une très bonne opinion de l'être humain, hein, qui ne veulent pas communiquer avec nous parce que tout simplement ils pensent que l'on est agressif ou dangereux ou des choses comme ça. Il y a aussi des animaux, alors là je voudrais revenir sur cette question de la fin de vie. Hein. Il y a des animaux qui sont parfois très malades et très affaiblis, enfin leur corps est vraiment très dégradé, et qui essaient de rester malgré tout, hein, ça leur cause des souffrances, des inconforts importants, ils peuvent essayer de rester malgré tout en vie, parce qu'ils ont l'impression que leur maître ne va pas s'en sortir sans eux. Ils ont été vraiment des nounous, des gardiens, des protecteurs, des amis toute leur vie, et ils ont l'impression que sans eux, leur maître va avoir du mal à assumer son quotidien, et donc ça c'est quelque chose qui est très bouleversant parce que bon, on voit parfois un dévouement complètement incroyable de ce côté-là, et il y a des animaux qu'il faut rassurer sur ça pour qu'ils puissent mourir tranquillement. Est-ce qu'il y a des animaux qui savent le moment où ils vont mourir? Est-ce qu'ils sont capables de s'en rendre compte? Certains oui, d'autres non. Il y a des animaux qui sont plus conscients que d'autres, comme il y a des personnes qui sont plus lucides que d'autres. Il y a des animaux qui manquent aussi de lucidité. Donc, là aussi, je ne sais pas pourquoi certains animaux veulent attendre leur maître et réussissent à les attendre, et puis ensuite, hop, ils se laissent glisser. De même qu'on voit ça aussi avec des personnes en fin de vie. Des personnes qui veulent absolument que toute la famille soit autour d'eux au moment où ils vont partir et qui s'abandonnent ensuite à ce grand voyage. Il y en a qui font ça et c'est magnifique à constater et à accompagner, bien sûr. La mort n'est pas forcément un moment terrible, ça peut être aussi quelque chose de très bon. Est-ce que les animaux peuvent nous influencer, par exemple, en communiquant avec nous pour que nous les sortions parce qu'ils ont envie de sortir ou qu'on mette de la nourriture dans leur gamelle ou autre chose? Est-ce que les animaux peuvent nous influencer? Alors, les animaux peuvent prendre l'initiative d'une communication avec nous. Parfois, on a comme ça des chiens qui s'asseyent devant leur maître, qui sont en train de regarder la télé et qui les regardent fixement. On sait bien parfois que de cœur à cœur, on a vraiment l'impression de penser, de comprendre ce qu'ils pensent. On dit parfois il ne leur manque que la parole. Donc de ce côté-là, oui, c'est tout à fait clair qu'ils sont capables de prendre l'initiative d'une communication. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à nous influencer suffisamment? Ça dépend des gens.
Ils vont parfois avoir l'intention ou l'espoir de réussir à nous influencer, mais est-ce que ça va marcher? Ça dépend des gens. Voilà. Alors, on peut, par exemple, si on pratique la communication intuitive, demander à son animal, est-ce que c'est toi qui m'as fait penser que je devais remplir ta gamelle? C'est une question qu'on peut poser à un animal pour vérifier si c'est ça qui s'est passé. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'un animal qui se rend compte qu'il ne peut pas être compris d'une personne particulière passe par une autre? Absolument. Absolument. Il y a des animaux qui sont très malins comme ça et qui savent se faire comprendre. S'ils ne sont pas compris de la personne espérée, ils vont en trouver une autre et ils vont essayer jusqu'à ce qu'ils en trouvent. Il faut comprendre que les animaux qui vivent auprès de nous, ils ont quand même l'être humain comme principal interlocuteur pour beaucoup, et que la plupart d'entre eux, ils vont essayer jusqu'à la fin de leur vie de se faire comprendre de nous, de différentes façons. Alors, ils vont mettre la patte sur notre genou quand on est assis, ils vont miauler, faire des mouvements de la tête quand on les monte, etc., si c'est des chevaux. Et donc, tout ça, c'est des tentatives pour se faire comprendre. Et donc, souvent, on n'y pense même pas qu'ils essaient de nous donner un message à ce moment-là. Oui. Alors, nous avons Margot qui voudrait communiquer avec son chien d'assistance, avec qui elle a déjà un lien assez fort. Oui. Et donc, elle voudrait avoir son point de vue, ses envies, ses besoins. Donc, sur les animaux d'assistance, c'est intéressant. C'est extrêmement riche quand on est non-voyant ou quand on a une difficulté quelconque et qu'on peut avoir un animal d'assistance avec lequel, évidemment, on va développer une relation proche. C'est extrêmement riche de pouvoir communiquer avec lui intuitivement, en plus de la relation qui s'est déjà installée. Il y a une dame qui a appris la communication intuitive il y a quelques années en Suisse, puisque je donne des cours dans plusieurs pays, et qui, elle, a eu le cas contraire, c'est-à-dire qu'elle assistait son chien, qui était devenu non-voyant avec l'âge. Elle vit en ville, cette dame, et donc elle avait toujours promené son chien sans laisse, parce que bon, il écoutait bien, puis qu'il savait s'arrêter avant de traverser, etc. Et donc, quand il est devenu non-voyant, son chien, c'est elle qui le guidait en rue, en communication intuitive, pour qu'il s'arrête avant le feu, etc. Voilà, c'est une situation que je n'ai pas beaucoup rencontrée. Mais oui, tout à fait, j'ai déjà travaillé avec des animaux d'assistance et leurs maîtres, et c'est très riche, très beau tout ce qui peut se faire grâce à la communication intuitive. Ça permet une collaboration beaucoup plus fine et ça permet de se comprendre encore plus intimement, je pourrais dire. Oui. Alors, madame? Est-ce que dans une communication, il peut faire preuve d'humour? Il peut pas faire des blagues? Oui, oui. Alors, il y a des animaux qui ont beaucoup d'humour et il y en a même qui font des blagues exprès. Je me souviens une fois d'avoir regardé deux chiens nordiques. C'était des samoyèdes, donc ils se ressemblaient beaucoup. Et je crois qu'il y en avait un qui s'appelait... ils avaient des noms très, très proches, je ne sais plus, mais enfin, je les ai gardés pendant 2-3 jours. Et en fait, j'arrivais pas à les reconnaître. Donc à chaque fois que je disais, par exemple, Milou vient ici, c'était un chien qui venait. Et puis, quand j'appelais Nestor, par exemple, eh bien c'était l'autre. Et en fait, quand les propriétaires sont rentrés, j'ai continué à les appeler, à la voix, je ne faisais pas particulièrement de communication avec eux. Et ils ont été extrêmement étonnés. Parce que c'était pas le chien qui s'appelait Milou qui venait quand je disais Milou. Et tout le week-end, ils se sont amusés, pour eux c'était très drôle, à me faire marcher en fait en faisant le contraire, c'est-à-dire que c'était l'autre qui faisait ce que j'avais demandé à l'un. Voilà. Ça les a beaucoup amusés. Bon, puis ils peuvent avoir aussi beaucoup d'humour dans plein de manières. Enfin, celle-ci m'avait quand même pas mal surprise. Oui. Tatiana voudrait savoir si on peut communiquer avec des animaux sauvages aussi bien qu'avec les animaux du quotidien. Absolument, on peut communiquer avec des animaux sauvages. J'ai travaillé donc en Afrique du Sud avec des vétérinaires de parcs naturels, donc pour la protection d'espèces sauvages.
Et un jour, je me trouvais dans un parc avec mon confrère. On était en haut d'une petite colline avec une Jeep et on regardait l'espace pour préparer un travail qu'on allait faire. Et à ce moment-là, on était donc à l'arrêt. Dans ce parc, on était tous les deux au milieu de grandes surfaces où il n'y avait pas de personne, il y avait personne. Et est apparu comme ça sur la droite, sortant des herbes de la savane, donc il y avait des herbes qui étaient très hautes, sorti de la savane, comme ça, est apparu un serval. Alors un serval, c'est un petit félin qui fait la moitié de la taille d'un tigre. Enfin bon, voilà, c'est gros comme un chien, comme un bouvier bernois, un truc comme ça. Et c'était complètement étonnant, hein, parce que le serval, c'est un félin qui est très timide, qu'on voit très peu, en principe. Et évidemment, ce n'étaient pas des animaux domestiques, apprivoisés, domestiqués, ils n'étaient pas venus pour chercher de la viande, etc. Et donc, il s'est assis, en plus, au bord de l'herbe, de la petite piste de l'herbe qu'il y avait, vaguement tracée dans l'herbe. Il s'est assis à 5 mètres, là, comme de moi à vous, madame, et il est resté là, assis, à nous regarder. Alors, on était tous les deux sans voix, hein, on n'osait pas bouger de peur de le faire fuir, parce que c'était une contemplation extraordinaire. Mon frère m'a dit après qu'il n'avait pas vu il ne savait même pas, ça faisait 10 ans qu'il était dans ce parc, il ne savait même pas qu'il y avait des servals dans le parc. Donc c'est pour dire que c'était vraiment une vision très rare, surtout aussi proche, et surtout un animal qui ne s'enfuit pas, qui s'assied. Et donc j'ai utilisé la communication intuitive pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi tu es là, comment as-tu décidé de faire un truc qui n'est pas du tout normal pour un serval? Et à ce moment-là, j'ai eu l'information. On m'a dit que tu communiquais avec les animaux. J'étais venue voir si c'était vrai. Voilà. Donc c'est aussi un exemple sur l'humour, peut-être. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup marqué cette expérience-là parce que c'était une des premières de communication que j'ai faites avec des animaux sauvages. Et qui m'a montré que finalement, quand on les nomme sauvages, c'est vraiment notre façon de les nommer, mais qui ne sont pas du tout sauvages. Ils sont tout à fait d'accord pour entrer en relation avec nous, à condition qu'on le fasse avec respect et puis qu'on leur donne le temps aussi de se convaincre que nous ne sommes pas malveillants à leur égard. Comment se passe la communication intuitive avec les enfants? Alors déjà, il y a beaucoup d'enfants qui continuent à communiquer spontanément avec les animaux sans même savoir que c'est de la communication intuitive et sans même savoir qu'après on le perd en tant qu'adulte et donc que leurs parents ou les adultes proches d'eux ne peuvent pas croire que c'est vrai qu'ils communiquent. Donc beaucoup d'enfants continuent à garder ce lien naturel avec les animaux jusqu'à ce que petit à petit ils le perdent. Alors peut-être que un adulte de référence leur aura dit mais c'est pas vrai, tu rêves, tu imagines, qu'est-ce que tu me racontes là, etc. Donc c'est vraiment important de protéger cette compétence qu'ont les enfants et même de la, peut-être pas de la valider, mais en tout cas de considérer qu'elle peut être juste. Ça m'est arrivé un jour d'avoir comme ça une maman et son enfant qui était venu en consultation quand je travaillais en clientèle avec un hamster, et ma maman me dit le hamster ne mange plus, et l'enfant dit oui, il m'a déjà dit, ça fait 2 jours que je te dis, maman, que mon hamster me dit qu'il a mal au ventre. Et la maman a cru que son enfant n'a pas donné de l'importance à cette phrase, et en fait, bah oui, ça faisait déjà quelque temps qu'il n'était pas bien, et c'était déjà très grave. Il aurait fallu l'appeler plus vite. Mais bon, voilà, l'enfant n'était pas cru. Et donc, quand on anime des ateliers pour les enfants, pour leur redonner le contact avec la communication intuitive ou pour valider le fait que c'est bien quelque chose d'important qu'ils sont en train de faire, eh bien, ça va très vite. Quand je mets 2 jours, 3 jours à enseigner un adulte, un enfant, en 1 jour, c'est bon. C'est beaucoup plus spontané, c'est beaucoup plus... c'est pas rouillé, quoi. Mais on peut le dérouiller à tout âge. J'ai eu des élèves qui avaient 80 ans et plus, et ça peut s'apprendre, et se réapprendre, et se réacquérir. C'est vraiment pas un problème.